Je m'appelle Miline. J'ai 28 ans. Je travaille dans un laboratoire d'analyse médicale, ce qui est une façon élégante de dire que je passe mes journées à lire ce que les corps des gens disent quand leur bouche mente. Souvenez-vous de cette partie. Elle compte plus que tout ce que je vous dirai. Laissez-moi revenir au début, pas au mariage, mais 11 jours avant. J'ai besoin que vous compreniez ma famille avant de pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Parce que si vous entriez à un dîner du dimanche chez mes parents, vous auriez pensé que nous étions les personnes les plus chaleureuses du monde. Ma mère, Carole, préparait chaque semaine un rôti de bœuf qui pouvait faire pleurer un homme adulte. Mon père, Walter, racontait les 3 mêmes histoires sur son temps dans la marine marchande et riait de toutes comme si c'était la première fois. Et au milieu de tout cela se trouvait ma sœur aînée, Danielle, 33 ans, mère célibataire, sainte patronne de la famille Torres. Tout le monde aimait Danielle. Vous devez savoir ça. Dans notre ville, elle était pratiquement une légende. La femme qui avait ouvert son cœur et adopté un petit garçon alors qu'elle n'y était pas obligée. Qui travaillait à temps partiel chez le fleuriste et se présentait quand même à chaque collecte de fonds de l'école. Qui ne se plaignait jamais, même si la vie lui avait distribué une main difficile. C'était l'expression que les gens utilisaient. Une main difficile. Ma tante le disait. Ma mère le disait. Danielle le disait d'elle-même, doucement, les yeux baissés, d'une manière qui poussait tout le monde à combler le silence de louange. Et son fils Milo était le soleil autour duquel toute la famille gravitait. 4 ans, des boucles sombres, un trou là où une dent se trouvait, un rire qui partait de son ventre. Danielle nous avait raconté l'histoire une centaine de fois. Elle l'avait accueilli comme nourrisson par un arrangement privé. La mère biologique avait disparu, et Danielle l'avait adopté parce qu'elle ne pouvait pas supporter de le rendre. C'était une belle histoire. Ma mère pleurait chaque fois qu'elle la racontait. J'aimais Milo aussi. C'est important. Je n'étais pas la méchante ici, peu importe à quel point ma famille essaierait plus tard de me faire passer pour telle. Je l'ai gardé plus de soirs que je ne pourrais en compter. Je savais de quel dinosaure en peluche il avait besoin pour s'endormir et pour quel gobelet il ferait une crise. C'est vers moi qu'il courait lors des dîners de famille, les bras en l'air, exigeant d'être fait voler dans le jardin comme un avion jusqu'à ce que nous soyons tous les deux étourdis. J'étais sur les photos du jour où il est rentré à la maison, en arrière-plan, tenant des ballons il y a 4 ans, sans jamais savoir à côté de quoi je me tenais réellement. Quand il apprenait à parler, Miline était trop difficile. Alors il m'appelait Maï Maï, et il le fait encore. Et il n'y a aucun son sur cette terre qui me défait plus vite que ce petit garçon criant Maï Maï à travers une pièce. Je vous dis cela pour que vous compreniez. Quand je dis que j'ai tout fait pour lui, je ne le dis pas comme une abstraction noble. Je parle d'un enfant spécifique avec un trou dans les dents qui m'appelait Maï Maï et faisait entièrement confiance à chaque adulte de cette famille, y compris ceux qui lui mentaient en face. Je le connaissais, c'est exactement pourquoi, 11 jours avant mon mariage, j'ai remarqué quelque chose que personne d'autre dans cette famille n'était équipé pour remarquer. C'était un dimanche. Milo avait une égratignure au genou à cause du terrain de jeu. Rien de grave. Et Danielle voulait la nettoyer. Mais quand elle a attrapé la petite bouteille dans son sac à main, Milo s'est mis à hurler avant même qu'elle ne l'ouvre. Pas à cause de la piqûre, mais de l'odeur. Il connaissait cette odeur. Et Danielle s'est figée, a rangé la bouteille et a utilisé de l'eau pure à la place. Je lui ai demandé ce que c'était. Elle a répondu trop vite. Il n'aime tout simplement pas ça. Et elle a changé de sujet si brusquement que toute la table s'est tournée avec elle. Mais je suis technicienne de laboratoire. Je catalogue de petites choses pour vivre, et j'avais déjà vu cette réaction exacte. Cette panique totale du corps face à un antiseptique commun chez exactement une autre personne que je connaissais. Mon fiancé, Grant. Grant avait une sensibilité rare, une vraie, documentée dans son dossier, à un composé auquel la plupart des gens ne réagissent jamais. Il portait une carte dans son portefeuille à ce sujet. J'avais rempli ces formulaires médicaux moi-même quand nous avons emménagé ensemble. Je veux être honnête avec vous à propos de ce dimanche. Je n'ai rien pensé de sinistre. J'ai pensé, coïncidence. Le monde est plein de coïncidences, et une femme sur le point de se marier voit toute sa vie à travers un filtre doré et doux. Je l'ai classé. C'est ce que je fais. Je classe les choses. La première boucle est maintenant ouverte, et j'ai besoin que vous la teniez avec moi.
Pourquoi un petit garçon adopté au hasard porterait-il un trait rare que mon fiancé porte? Gardez ça en main. Nous y reviendrons. Ce même soir, le deuxième fil s'est détaché. J'aidais ma mère à faire la vaisselle, et j'ai mentionné nonchalamment que Milo devrait vraiment passer un examen complet avant de commencer la maternelle à l'automne. Analyse de sang, le panel standard, tout. J'ai proposé de l'emmener moi-même, puisque je travaillais à l'hôpital et que je pouvais rendre ça rapide et indolore. Ma mère a semblé véritablement soulagée. Et puis Daniel est entré de l'autre pièce, et la température a chuté de 10 degrés. Il va bien, a-t-elle dit. Il n'a pas besoin d'être piqué et tripoté par des étrangers. Je ne suis pas une étrangère, ai-je dit en riant. Je suis sa tante, et ce n'est qu'une prise de sang, Dani. J'ai dit qu'il va bien. Sa voix avait un tranchant que je ne lui avais jamais entendu adresser. Ma mère est intervenue immédiatement, apaisant l'air, disant « Bien sûr, bien sûr. Daniel sait ce qui est le mieux. C'est sa mère. » Et c'en était fini. Mais je suis resté à cet évier avec un plat qui refroidissait dans mes mains et j'ai pensé, elle n'a jamais laissé personne emmener ce garçon pour un examen complet. Pas une seule fois en 4 ans. Chaque rhume, chaque fièvre, elle s'en occupait à la maison ou conduisait à 2 villes de là dans une clinique sans rendez-vous où personne ne la connaissait. Je ne l'avais jamais remis en question. Mère dévouée, main difficile, mais maintenant, je le remettais en question. 10 jours avant le mariage, j'ai pu y voir de plus près parce que j'ai gardé Milo pour que Daniel puisse aller à un événement professionnel. Sauf qu'elle n'est pas allée à un événement professionnel. Elle est partie dans une robe qui n'était pas une robe de fleuriste, et elle est revenue en sentant le bar. Mais c'est un autre fil, et j'y viendrai. Ce qui compte, ce sont les 2 heures que j'ai passées seul avec ce petit garçon, à le regarder plus attentivement que jamais, parce qu'un soupçon change la façon dont on regarde quelqu'un qu'on aime. On commence à collectionner. Milo m'a fait un dessin, au crayon, comme le font les enfants de 4 ans. Une maison, un soleil avec trop de rayons, et 3 bonshommes allumettes. Je lui ai demandé qui ils étaient. Il a pointé du doigt. C'est moi. C'est maman Dani. Et puis il a pointé du doigt la 3e silhouette, une grande. Et j'ai attendu. Et il a dit un nom qui n'était aucun nom que j'attendais. Et puis il a gloussé et a gribouillé dessus parce qu'il a décidé que c'était faux. Je n'ai jamais réussi à lui faire redire le nom. Les enfants sont comme ça. Ils vous tendent la vérité et la recouvrent ensuite d'un gribouillage avant que vous puissiez la lire. Mais mon estomac s'était déjà noué, car pendant une seconde, un enfant de 4 ans m'avait presque dit qui était la 3e personne de sa famille. Et ce n'était pas Grant, et ce n'était pas un étranger, et je n'avais pas encore la forme pour le comprendre. Plus tard, en rangeant, j'ai trouvé la boîte de ses affaires médicales. Rien de caché, juste une boîte à chaussures sur une étagère. Je n'ai pas fouillé. J'ai regardé ce qu'il y avait sur le dessus. Comme on jette un coup d'œil à n'importe quoi. Des papiers de sortie d'une clinique sans rendez-vous à 2 villes de là. Puis une autre clinique différente. Une 3e ville. Puis une autre. 4 ans d'un petit garçon en bonne santé conduit partout dans le comté. Pour que le même médecin ne le voie jamais 2 fois. Pour qu'aucun cabinet médical ne constitue jamais un historique complet. Pour que personne n'ait jamais assez de l'image pour remarquer ce que je commençais à remarquer. Une mère dévouée ne disperse pas son enfant dans 5 cliniques. Une femme qui cache quelque chose dans le sang d'un enfant, si. J'ai remis la boîte exactement où elle était. J'ai lu à Milo une histoire sur un dinosaure qui ne trouvait pas son chemin pour rentrer chez lui. Et quand Daniel est revenu en sentant le jean et m'a dit que j'étais une sauveuse, j'ai souri et j'ai dit, quand tu veux. C'est la 2e boucle qui se resserre maintenant. Pourquoi une mère aimante passerait-elle 4 ans à s'assurer qu'aucun médecin n'examine jamais complètement son fils? Tenez-la avec la première. Elles sont sur le point de s'entrelacer. C'est ici que je dois vous dire quelque chose sur moi. Pour que le reste ait un sens. Dans ma famille, j'étais celle qui maintenait la paix. Daniel était celle que la vie avait blessée. J'étais celle qui était si capable, si forte, elle n'a besoin de rien. Depuis que j'étais petite, l'amour de mes parents se déclinait en 2 tailles. L'inquiétude pour Daniel et l'attente pour moi. Quand Daniel a raté une classe, ils ont engagé un tuteur. Quand j'ai eu une bourse, ils m'ont dit de ne pas me vanter. Je n'en ai pas ressenti de ressentiment. Pas vraiment.
Je me disais que c'était bien. Qu'être la forte était une sorte de compliment. On se dit beaucoup de choses quand on est celle qui tient la famille ensemble à bout de bras. Il y avait une autre chose à propos de ma famille, et j'y pensais à peine à l'époque, bien que j'y pense constamment maintenant. Chaque famille comme la mienne a un fantôme. Une personne dont le nom s'est fait de plus en plus discret jusqu'à ne plus être prononcé du tout. La nôtre s'appelait Ranata. C'était la fille de la sœur cadette de ma mère, ma cousine, de 7 ans ma cadette. Quand Ranata avait 17 ans, elle a traversé ce que la famille appelait délicatement une période difficile. Et puis un printemps, elle était tout simplement partie, envoyée vivre avec des parents dans l'Ouest, disait ma mère, pour finir ses études quelque part avec un nouveau départ. Les nouvelles ont cessé. Sa mère a déménagé peu de temps après. Et la famille a développé un réflexe, comme le font les familles, de changer de sujet chaque fois que son nom était mentionné, jusqu'à ce qu'il ne soit finalement plus mentionné du tout. J'ai supposé, de la manière paresseuse dont on suppose des choses sur les gens qu'on a cessé de voir, que Ranata avait construit une vie ailleurs et ne voulait pas de nous dedans. Je n'ai jamais fait le lien entre une jeune de 17 ans disparue et un bébé arrivé dans notre famille la même année. Pourquoi l'aurais-je fait? Personne ne veut faire ce calcul à propos des gens qu'on aime. Mais les pièces étaient toujours là, à découvert. C'est ça, le truc avec un secret de famille. Il n'est pas enfermé dans un coffre-fort. Il est caché à la vue de tous, dans les espaces où tout le monde a tacitement accepté de ne pas regarder. Et j'avais passé 28 ans à être la seule personne trop polie pour regarder. Vous vous souvenez de Ranata? Ma famille a passé 4 ans à prier pour que personne ne s'en souvienne. Alors, quand j'ai commencé à remarquer des fissures dans l'histoire que tout le monde aimait, mon premier instinct n'a pas été le triomphe, mais la terreur. Parce que je savais déjà, quelque part sous mes côtes, que si je tirais sur ce fil, c'est moi qui serais blâmé pour le pull qui se défait. Grant et moi nous étions rencontrés 3 ans plus tôt. Il était venu à l'hôpital pour un rendez-vous chez un spécialiste, et c'est moi qui lui avais fait sa prise de sang, et il avait fait une blague terrible sur les vampires, et j'avais ri malgré moi. Nous avions construit quelque chose de bon et de calme. Il était gentil. Il était un peu trop désireux de plaire, un peu trop prompt à aplanir les choses. J'ai remarqué ça, mais je l'ai interprété comme de la douceur. Il avait été élevé par un père dur, et il reculait devant les conflits comme certaines personnes reculent devant le vide. Je pensais le comprendre complètement. Je ne le comprenais pas du tout. C'est le 3e fil. Tenez-le aussi. 9 jours avant le mariage, ce fil m'a montré son tranchant. Je suis rentré tôt d'un changement de service, et la voiture de Grant était sur le parking, mais l'appartement était vide, et j'ai entendu sa voix monter faiblement par la fenêtre de la cage d'escalier. Il était sorti pour prendre un appel où je ne l'entendrais pas. J'aurais dû me signaler. Je ne l'ai pas fait. Je suis resté à la fenêtre, dans ma blouse, et j'ai écouté, et je n'en ai pas honte, parce qu'une femme sur le point d'épouser un homme a le droit de savoir pourquoi il a cette voix-là. Il avait l'air d'un otage. Je ne peux pas continuer à faire ça, a-t-il dit. Une pause. Tu m'avais promis que c'était réglé. Tu m'avais promis il y a des années que c'était réglé. Une autre pause, plus longue. Et puis sa voix est tombée dans un ton que je ne lui avais jamais entendu. Basse et désespérée. Si elle découvre, c'est fini. Pas seulement le mariage. Tout. Tu comprends ce qui m'arrive. Et puis, doucement, presque en suppliant. Daniel, s'il te plaît, laisse-moi juste l'épouser et je ferai tout ce que tu veux après. Daniel. Il suppliait ma sœur 9 jours avant que je ne devienne sa femme. Je suis retourné en bas et j'ai fait 2 fois le tour du pâté de maison pour pouvoir rentrer pour la première fois avec un visage normal. Et quand Grant est entré 5 minutes plus tard, gris et creux, et m'a embrassé sur le front et m'a demandé comment s'était passée ma journée, j'ai dit, bien. Et je lui ai demandé comment s'était passée la sienne et il a dit, bien. Et nous avons fait des pâtes et nous nous sommes mentis l'un à l'autre par-dessus la sauce comme 2 personnes qui s'aimaient beaucoup. Je veux que vous compreniez l'horreur spécifique de ce dîner. Je savais que ma sœur avait une emprise sur l'homme que j'aimais. Je savais qu'il était terrifié par quelque chose qui le détruirait si je l'apprenais. Et je ne savais toujours pas ce que c'était, seulement que c'était à moi de le découvrir, car de toute évidence, personne dans cette famille n'allait jamais me le dire. Le 3e fil avait maintenant un visage, et le visage avait peur. Et la peur était dirigée droit sur moi, découvrant la vérité.
Alors j'ai décidé d'être exactement la chose dont il avait peur. Les fiançailles avaient été faciles jusqu'à ce que Daniel s'en mêle. C'est la chose que je n'ai vue qu'avec le recul. Au moment où nous avons fixé une date, ma sœur, qui avait toujours été chaleureuse avec Grant d'une manière fraternelle et distante, est devenue étrange. Elle a commencé à passer à notre appartement sans prévenir. Elle a commencé à avoir besoin de Grant spécifiquement pour des choses, pour réparer le siège auto de Milo, pour déplacer un canapé, pour parler de quelque chose de privé. Et chaque fois que Grant revenait d'une de ses courses, il était plus silencieux, plus gris, comme si quelque chose se vidait lentement de lui, et il n'avait pas les mots pour nommer la blessure. Je lui ai posé la question une fois, 8 jours avant le mariage. Nous étions au lit, et j'ai dit, est-ce qu'il se passe quelque chose avec Daniel? Et il est resté silencieux si longtemps que j'ai cru qu'il s'était endormi. Puis il a dit, ta famille est compliquée, et il s'est retourné et j'ai laissé tomber, parce que j'étais celle qui maintenait la paix, et celle qui maintiennent la paix laisse tomber. J'ai rejoué cette nuit 1000 fois. Si j'avais insisté, m'aurait-il dit? Je ne pense pas. Il avait trop peur. Mais je ne savais pas encore de quoi il avait peur. Et je veux que vous restiez dans ce non-savoir avec moi, car c'est là que j'ai vécu pendant ces 11 jours. Quelque part au milieu de tout cela, il y avait une robe. Je l'avais trouvée dans une petite boutique de dépôt-vente, ivoire, simple, une taille qui m'allait comme si elle m'avait attendu, et elle coûtait plus que ce que j'avais. Alors, je l'avais mise en attente et je la payais par morceaux, semaine après semaine, sur chaque chèque de paie. C'était la seule chose purement heureuse qu'il me restait, et même là, ma sœur a trouvé un moyen de s'immiscer. Daniel a insisté pour venir à mon dernier essayage. Bien sûr que je viens. Je suis ta sœur. Et elle s'est assise dans la petite chaise en velours pendant que la couturière m'épinglait. Et elle m'a regardé dans le miroir avec une expression que je ne pouvais pas lire. Et finalement, elle a dit à mon reflet, pas à moi, tu ressembles vraiment à une mariée. Ce qui aurait dû être gentil, mais il y avait quelque chose en dessous, quelque chose de presque lugubre. Et elle a dit plus bas, j'ai toujours pensé que ce serait moi qui aurais le vrai mariage. Et je me suis retourné, à moitié épinglé, et j'ai dit, Dani, tu peux avoir un mariage quand tu veux. Et elle m'a regardé comme si j'avais manqué tout le propos. Et elle a dit, non, je ne peux pas. Pas comme tu peux l'avoir. Et elle est partie avant la fin de l'essayage et a payé mes retouches en sortant sans me le dire, si bien que j'ai découvert plus tard que je lui en devais 2 en plus de la robe. C'était Daniel en un seul geste, une blessure et une faveur si étroitement enchevêtrées que l'on ne pouvait accepter l'une sans avaler l'autre. Je n'avais toujours pas fini de payer cette robe le jour où je suis sorti du mariage qui n'a jamais eu lieu. Je ne l'ai jamais fait, mais j'anticipe. 7 jours avant le mariage, ce qui avait été une coïncidence est devenu quelque chose que je ne pouvais plus remettre dans le tiroir. Milo a eu une forte fièvre. Une vraie, 39,4, et Daniel, pour une fois, m'a appelé parce que c'était au milieu de la nuit et qu'elle avait peur et que j'étais la chose la plus proche d'un médecin qu'elle avait. J'y suis allé en voiture et pendant que j'étais là, à faire ce que je fais, à prendre sa température, à l'examiner, j'ai vu quelque chose sur son petit bras qui m'a arrêté le cœur. Un bracelet médical, en plastique bon marché, du genre qu'on remplit soi-même. Et dessus, de l'écriture de Daniel, il y avait une note sur sa sensibilité. Le même composé rare auquel Grant réagissait. Elle savait depuis 4 ans, elle savait que cet enfant portait ce trait spécifique. Et elle l'avait écrit sur un bracelet et l'avait caché sous sa manche et n'en avait jamais parlé à la famille, parce que la famille pourrait poser la seule question que je posais maintenant avec tout mon corps. Où un petit garçon adopté au hasard trouve-t-il un trait héréditaire rare que mon fiancé possède? Je n'ai rien dit. J'ai donné à Milo la bonne dose de la bonne chose. J'ai fait baisser sa fièvre. Je suis resté jusqu'à ce que sa respiration soit facile. Et Daniel, épuisée et reconnaissante, s'est assise en face de moi à 3 heures du matin et a dit, je ne sais pas ce que je ferais sans toi, Miline. Et j'ai regardé ma sœur et j'ai pensé, je ne sais pas qui tu es. Voilà. 2 fils tressés en un. Et je ne m'étais toujours pas autorisé à terminer la pensée, parce que la pensée était monstrueuse. Alors, laissez-moi vous demander, puisque vous avez été si patient, si vous étiez à ma place, assise dans cette cuisine à 3 heures du matin, auriez-vous dit quelque chose tout de suite? Ou auriez-vous fait ce que j'ai fait, rentré chez vous et commencé tranquillement à lire? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux vraiment savoir,
car ce que j'ai choisi ensuite est la raison pour laquelle tout s'est passé comme ça. J'ai choisi de lire, pas de fouiner, de lire. Il y a une différence, et c'est la différence sur laquelle toute cette histoire repose. Je n'ai rien forcé. Je n'ai pas volé de dossier. J'ai fait la seule chose que je sais faire mieux que presque n'importe qui, j'ai regardé ce qui était déjà vrai, et je l'ai compris. Milo était né dans un hôpital. La belle histoire d'adoption de Daniel avait un trou que seule une personne du milieu médical remarquerait. Elle a toujours dit que la mère biologique avait disparu. Mais un nourrisson placé en famille d'accueil par un arrangement privé génère toujours des dossiers, a toujours un groupe sanguin enregistré, existe toujours dans un système. Et il y a 4 ans, quand Milo était un nouveau-né coliqueux et que Daniel était dépassé, devinez à qui elle avait demandé d'aller chercher ses papiers au cabinet de pédiatrie parce qu'elle ne pouvait pas quitter son travail? Moi. J'avais porté une enveloppe Kraft pour ma sœur et je n'avais jamais regardé à l'intérieur, parce que c'est ce que j'étais. Mais je me souvenais du cabinet. Je me souvenais du nom du médecin. Je n'ai pas appelé pour demander quoi que ce soit auquel je n'avais pas droit. Mais je connaissais le groupe sanguin de Milo parce que je l'avais vu sur ce formulaire d'admission il y a 4 ans. Et j'ai le genre de mémoire qui retient les groupes sanguins comme d'autres retiennent les numéros de téléphone. Groupe AB. Je m'en souvenais parce que c'est rare, parce que j'avais pensé, à l'époque, et j'étais passé à autre chose. Maintenant, asseyez-vous avec moi pendant que je fais la chose que je fais tous les jours au travail. Les groupes sanguins ne sont pas magiques. Ils sont de l'arithmétique. Un parent de groupe O ne peut pas avoir un enfant de groupe AB. Ce n'est pas une question de probabilité, c'est une question de biologie, aussi immuable que la gravité. Et je savais, parce que j'avais fait sa prise de sang moi-même il y a 2 ans quand elle avait donné son sang à la collecte de l'hôpital et plaisanté sur sa haine des aiguilles, que ma sœur Danielle était de groupe O. Une mère de groupe O ne peut pas biologiquement produire un enfant de groupe AB, ce qui signifiait l'une des 2 choses. Soit Milo n'était vraiment pas lié à Daniel, une véritable adoption, un véritable enfant d'étranger, et le trait qu'il partageait avec Grant était la plus cruelle des coïncidences, soit l'histoire était un mensonge empilé sur un mensonge. Et quelque part dedans se trouvait un homme de groupe A ou de groupe B, un homme qui pouvait compléter cette équation AB, un homme qui portait une sensibilité rare à un composé spécifique. Je connaissais le groupe sanguin de Grant. Je l'avais prélevé le jour de notre rencontre. Groupe B. Je me suis assise à ma table de cuisine à 4 heures du matin, 6 jours avant de l'épouser, et j'ai fait l'arithmétique qu'un enfant pourrait faire. Un père de groupe B et une mère de groupe A peuvent faire un enfant de groupe AB. Daniel était de groupe O. Daniel n'était pas la mère biologique de Milo dans l'histoire qu'elle racontait. Mais si l'histoire était à l'envers? Si Daniel n'était pas du tout la mère de la manière qu'elle prétendait, mais que l'enfant était toujours à elle à protéger pour une autre raison? Il me manquait une pièce. Il me manquait la vraie mère. Et j'étais terrifié par l'homme que les mathématiques ne cessaient de pointer. Parce qu'il y avait une version de tout ça où Grant avait un enfant que ma sœur élevait, un enfant dont aucun d'eux ne m'avait jamais parlé. Je veux m'arrêter ici et vous dire ce que je n'ai pas fait, car c'est important pour qui je suis dans cette histoire. Je n'ai pas confronté Grant avec une théorie dans le noir. Je n'ai pas accusé ma sœur avec une équation incomplète. J'ai vu trop de gens dans ma vie se ruiner en criant une supposition. Je traite par confirmation. J'ai donc décidé d'obtenir une seule certitude, juste une, avant de dire un seul mot à qui que ce soit. Et le moyen de l'obtenir était déjà prévu, car dans 2 jours, toute la famille se réunissait pour ma fête prénuptiale et Milo serait là. Et je suis très, très bonne dans mon travail. C'est une boucle que je laisse ouverte exprès. Qu'est-ce que je prévoyais de faire à cette fête? Gardez-la. Nous y arriverons. Et ce n'est pas ce que vous pensez. Mais d'abord, je dois vous parler de la chose la plus difficile que j'ai faite cette semaine-là, ce qui était rien. 6 jours avant le mariage, je suis allé au travail et je me suis assise à 30 cm des machines et des dossiers exacts qui auraient pu répondre à toutes mes questions en un après-midi. Je veux que vous compreniez la tentation. J'avais un identifiant. J'avais un accès. Milo était né dans un hôpital de notre réseau. Ces dossiers pédiatriques originaux existaient dans un système que je pouvais atteindre depuis mon propre poste de travail. Et il y a une version de moi qui a ouvert ce dossier à 9 heures du matin et connaissait toute la vérité à 9h15. Je ne l'ai pas ouvert. Je veux que ce soit enregistré,
car l'histoire que ma famille raconterait plus tard était que j'étais une femme obsédée qui fouillait dans les dossiers privés d'un enfant, et c'était un mensonge. Et la preuve, c'est que j'avais la porte grande ouverte. Et j'ai refusé d'y entrer. Parce que le jour où vous abusez de vos accès est le jour où vous devenez la chose dont ils vous accuseront. Si j'allais exposer un mensonge, j'allais le faire avec les mains propres, en utilisant seulement ce qui m'appartenait de savoir, un groupe sanguin que j'avais prélevé moi-même, un chiffre dont je me souvenais, une équation que n'importe quel étudiant de première année pouvait vérifier. Pas un dossier volé. Ma superviseure, une femme nommée Deline, qui m'avait formé et ne manquait rien, m'a surprise debout à mon poste, fixant un écran que je n'avais pas touché. « Vous êtes ailleurs aujourd'hui » a-t-elle dit. Et j'ai failli tout lui dire. J'ai failli dire, « Deline, je crois que je suis sur le point de découvrir quelque chose de terrible sur ma propre famille, et je ne sais pas si je suis assez courageuse pour regarder. » Mais je ne l'ai pas fait, parce que ce n'était pas à elle de le porter et parce que le dire à voix haute l'aurait rendu réel avant que je ne sois prête. J'ai juste dit, le stress du mariage. Et elle a ri et m'a dit de rentrer tôt. Je ne suis pas rentré tôt. Je suis resté et j'ai fait mon travail parfaitement et je n'ai pas ouvert ce dossier. Et être aussi discipliné alors que toute ma vie se fissurait a été l'après-midi le plus solitaire que j'ai jamais passé. Souvenez-vous que j'ai choisi le chemin difficile et propre quand le chemin facile était à un clic. Ça va compter quand ma famille me traitera de monstre. La fête prénuptiale a eu lieu 5 jours avant le mariage dans le jardin de ma mère, sous des guirlandes lumineuses que Daniel avait insisté pour accrocher elle-même. Et je veux décrire la version de moi qui y est entrée, car vous en aurez besoin plus tard. J'étais calme. Je souriais. J'avais pris une décision que je ne m'étais pas encore totalement avouée, à savoir que j'allais découvrir la vérité sur un petit garçon que j'aimais, et que j'allais le protéger, peu importe de quel côté la vérité trancherait, même si elle me coupait de mon propre mariage. La fête était charmante, et j'ai détesté chaque seconde. Mes tantes roucoulaient, ma mère rayonnait, et Daniel tenait salon dans une robe d'été blanche à ma fête, et je l'ai remarqué et n'ai rien dit, avec Milo sur sa hanche, jouant le rôle de la sœur si heureuse pour moi que ses yeux n'arrêtaient pas de se mouiller. Tout le monde lui disait qu'elle était si courageuse, si généreuse, si altruiste de me célébrer alors que sa propre vie avait été une main si difficile. J'ai regardé ma sœur recueillir de la sympathie à ma célébration comme si c'était une collecte de fonds pour elle. Et j'ai finalement compris quelque chose pleinement. Daniel ne savait pas comment laisser une pièce m'appartenir. Elle ne l'avait jamais su. Mais je n'étais pas là pour ça. J'étais là pour une égratignure. Voici la vérité. Et j'ai besoin que vous l'entendiez exactement, car ma famille la raconterait plus tard comme un crime. Milo est tombé tout seul en poursuivant un ballon de foot sur la terrasse de ma mère. Il est tombé lourdement et s'est écorché le coude, et ça a saigné. Pas beaucoup, mais ça a saigné. Et chaque adulte à cette fête a regardé l'enfant qui saignait et n'a rien fait, parce qu'il ne savait pas quoi faire. Et j'étais une professionnelle de la santé avec une trousse de premiers soins dans ma voiture. Alors je l'ai ramassé. Je l'ai porté à l'intérieur. Je l'ai assis sur le comptoir de la salle de bain et j'ai nettoyé son coude. Et pendant que je le nettoyais, quelques gouttes de son sang étaient sur la gaze dans ma main. Je ne suis pas allé en courant à un laboratoire. Je n'en avais pas besoin. Mais j'ai fait une chose, et je l'assume entièrement. J'ai gardé cette gaze. Je l'ai scellée dans un sac à spécimens propre de ma trousse. J'en ai toujours. Demandez à n'importe qui avec qui je travaille. Et je l'ai mise dans mon sac à main, parce que je connaissais déjà le groupe sanguin de Milo depuis 4 ans. Et je connaissais déjà le groupe sanguin de tout le monde sauf un. Je n'avais pas celui de la vraie mère. Et un échantillon actuel et réel signifiait que si jamais j'avais besoin de prouver ce que je soupçonnais déjà, je ne me fierais pas à ma mémoire d'une enveloppe. J'aurais la vérité dans un sac. Je vous ai dit que je traite par confirmation. C'est à ça que ressemble la confirmation quand on est moi. C'est silencieux. Ça tient dans un sac à main, mais quelqu'un m'a vu le mettre là. Daniel est entré dans la salle de bain alors que je fermais la fermeture éclair de mon sac, et ses yeux se sont posés sur le sac à spécimens avant que je puisse le cacher. Et j'ai vu 4 ans d'une histoire soigneusement construite vaciller derrière son visage. Elle savait ce que j'étais. Elle savait ce que je pouvais lire. Et à cet instant, ma sœur a cessé de faire semblant d'être triste et est devenue quelque chose que je n'avais jamais vu, rapide, froide, calculatrice. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle dit.
Pas une question. Premier soin, ai-je dit. Il saignait. Et elle a souri, et c'était horrible. Et elle a dit, tu as toujours eu besoin d'être la plus importante, n'est-ce pas? Et elle a pris Milo et a quitté la salle de bain. Cette nuit-là, le 4e fil, celui de Grant, s'est finalement complètement détaché, et il a failli m'emporter avec lui. Grant est venu se coucher tard. Il sentait l'extérieur et il a dit sans que je lui demande, dans le noir, si j'avais fait quelque chose avant de te rencontrer, quelque chose que je ne pouvais pas réparer, est-ce que tu, et il s'est arrêté et j'ai dit, est-ce que je quoi? Et il a dit, rien. Oublie. Je t'aime. Et il m'a serré trop fort, comme un homme qui s'accroche à une rampe. Je n'ai pas dormi, car l'équation avait maintenant un visage, et c'était le visage de l'homme dont les bras m'entouraient. Et j'ai compris avec une clarté écœurante que la raison pour laquelle Daniel avait tiré Grant dans les coins, la raison pour laquelle il devenait de plus en plus gris de jour en jour, n'était pas une liaison. C'était une laisse. D'une manière ou d'une autre, ma sœur avait quelque chose sur l'homme que j'aimais, et elle s'en servait, et le mariage la rendait désespérée. Si vous avez déjà aimé quelqu'un et l'avez senti être tiré loin de vous par une main que vous ne pouviez pas voir, commentez le mot « rampe » pour que je sache que vous comprenez ce que j'ai ressenti cette nuit-là. Et si vous êtes nouveau ici, je vous ai dit que je m'appelle Miline. J'ai 28 ans. Je lis le sang pour vivre. Et à 5 jours de mon mariage, je tenais un sac à spécimens qui pouvait soit sauver un petit garçon, soit faire exploser toute ma famille. Maintenant, restez avec moi, car c'est exactement le milieu de l'histoire et c'est là que tout ce que je pensais savoir a été retourné. Parce que je m'étais trompé. Pas sur tout, mais sur la partie la plus importante. Mais avant qu'elle ne frappe, j'ai senti le sol bouger. Et je veux que vous le sentiez aussi. Parce que c'est toujours comme ça que ça se passe avant qu'une famille ne fasse bloc contre vous. Silencieusement, par de petits gestes froids, avant qu'une seule accusation ne soit jamais prononcée à voix haute. Le matin après la fête, ma mère ne m'a pas rappelé. Ça n'arrivait jamais. J'avais appelé pour demander pour les fleurs et elle a laissé sonner jusqu'à la messagerie et a texté, occupé, on se parle plus tard. 4 mots d'une femme qui normalement me racontait toute sa journée. Puis ma tante, la chaleureuse, m'a envoyé un message qui disait juste, ma chérie, est-ce que tout va bien pour toi? Daniel s'inquiète. Daniel s'inquiète. C'était là, la graine déjà plantée, déjà en train de pousser dans un sol que je ne pouvais pas voir. Ma sœur avait passé les heures depuis la fête au téléphone, doucement, en larmes, racontant à chacun un peu plus d'une histoire où j'étais en train de perdre les pédales. Je sentais la température de ma propre famille baisser degré par degré, et je ne pouvais pas atteindre le thermostat parce que je n'avais pas encore la seule chose qui pouvait figer son histoire sur place. Une preuve. J'avais un sac à spécimens dans mon sac et un problème de maths dans ma tête. Et aucun des deux n'était quelque chose que je pouvais brandir devant une tante inquiète. J'ai essayé de prendre les devants une fois. J'ai appelé Daniel directement et j'ai dit, quoi que tu dises à tout le monde, arrête. Parlons-en, toi et moi. Juste nous deux, à propos de Milo. Pas de famille. Je ne suis pas ton ennemi. Et il y a eu un silence au bout du fil. Et puis ma sœur a dit quelque chose que je n'ai compris que bien plus tard. Elle a dit très doucement, tu aurais dû simplement laisser ça être beau, Miline. Et elle a raccroché. Tu aurais dû simplement laisser ça être beau. Elle ne parlait pas du mariage. Elle parlait du mensonge. Le beau mensonge de 4 ans dans lequel tout le monde pouvait vivre. Au chaud et sans reproche. Tant que personne comme moi ne tirait jamais sur un fil. Elle me donnait une dernière chance d'arrêter de lire, et je ne pouvais pas la prendre, parce qu'un petit garçon était conduit dans un clinique. Pour que personne ne regarde jamais son sang. Et je ne suis pas faite pour désapprendre une chose pareille. Alors le nœud coulissant a continué à se resserrer et je l'ai laissé faire, car le seul moyen de sortir était de passer à travers. 4 jours avant le mariage, Daniel a frappé la première, et elle a frappé brillamment, et pendant environ 18 heures, elle a gagné. Elle a convoqué une réunion de famille. Elle l'a fait comme elle faisait tout, par l'intermédiaire de ma mère, doucement, avec des larmes. Au moment où je suis arrivé chez mes parents, convoqué par un texto qui disait juste « S'il te plaît, viens ». C'est sérieux. L'histoire avait déjà été racontée, et c'était un chef-d'œuvre. Daniel les avait atteints en premier, et elle avait transformé chaque chose vraie que j'avais faite en une arme pointée sur ma propre poitrine.
Elle leur a dit que j'étais devenu obsédé, que je l'interrogeais sur les antécédents médicaux de Milo depuis des semaines, ce qui était techniquement vrai, n'est-ce pas, si on le racontait cruellement. Elle leur a dit que j'avais coincé le garçon à ma propre fête prénuptiale et que j'avais pris son sang. Elle a brandi l'histoire du sac à spécimens comme si c'était la preuve d'une maladie en moi. Elle n'est pas bien, a dit ma sœur en s'essuyant les yeux. Le stress du mariage. Elle est obsédée par mon fils. Elle invente des histoires. Elle a pris son sang. Maman, qui fait ça? Et mes parents m'ont regardé. Et j'ai vu en temps réel la chose que j'ai redoutée toute ma vie. Ils l'ont cru. Bien sûr qu'ils l'ont cru. Elle était la blessée. J'étais la forte. Et une forte qui prenait le sang d'un enfant n'était soudain plus forte du tout, mais dangereuse. Ma mère, la femme qui m'a appris à lire, m'a regardé comme si j'étais une étrangère et a dit, « Miline, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» J'ai essayé d'expliquer. Je veux que vous sachiez que j'ai essayé. J'ai dit, Milo a un trait rare, le même que Grant. Son groupe sanguin ne correspond pas à l'histoire de Daniel. Je pense qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas, et je pense que c'est à propos d'un examen qu'elle bloque depuis 4 ans. Et chaque mot vrai et prudent, a atterri comme le délire d'une femme jalouse, parce que c'est ce que Daniel les avait préprogrammés à entendre. Mon père a dit, écoute-toi. Ma mère s'est mise à pleurer et Daniel se tenait derrière eux, la main sur la tête de Milo, et me regardait avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié, et j'ai compris qu'elle avait déjà fait ça, cette manœuvre exacte. Qu'elle était une professionnelle pour être la victime et que j'étais une amatrice pour être l'accusée. Et puis Grant est entré en retard et je me suis tourné vers lui, la seule personne qui pouvait peut-être comprendre les maths, la seule personne que je pensais être de mon côté, et j'ai dit, Grant, dis-leur que tu connais ton propre groupe sanguin. Dis-leur que c'est possible. Et Grant a regardé le sol. Et il n'a rien dit. Et dans ce silence, l'histoire de ma sœur est devenue la seule histoire dans la pièce. Je suis parti. Je suis rentré chez moi en tremblant. Et vers minuit, j'ai décidé que j'en avais assez. Je veux être honnête sur le point le plus bas, car je pense que vous méritez la vraie version et non une version héroïque. Je me suis assise sur le sol de ma salle de bain avec ce sac à spécimens dans la main et j'ai pensé à le jeter aux toilettes. J'ai pensé, je suis sur le point de perdre ma famille, mon fiancé et ma raison pour un petit garçon qui n'est même pas le mien, pour une vérité que personne ne veut. J'ai pensé à annuler toute l'enquête et à épouser Grant et à vivre simplement dans le mensonge comme tout le monde, au chaud, aimé et aveugle. Ça aurait été si facile. Le mensonge avait de la place pour moi. La vérité n'en avait aucune. J'avais mon pouce sur le seau du sac. Je veux que vous me voyiez là. Et puis mon téléphone a sonné. C'était Daniel. 2 heures du matin. Et quand j'ai répondu, elle ne pleurait pas et elle n'était pas froide. Elle était terrifiée. Parce que Milo avait cessé de respirer, n'est-ce pas? Je vous ai dit que Milo avait cette sensibilité rare, celle écrite sur le bracelet caché, celle que Grant partage. Voici ce que je n'avais pas dit à la famille, parce qu'ils n'auraient pas compris. Ce genre de sensibilité n'est pas juste une éruption cutanée. Dans un petit corps exposé aux mauvais composés, elle peut fermer une gorge. Et cette nuit-là, dans une maison que Daniel gardait en sécurité, Milo avait touché à quelque chose, un produit de nettoyage, une bouteille ordinaire sous un évier, et ses voies respiratoires étaient en train de se fermer. Et ma sœur, qui avait passé 4 ans à s'assurer qu'aucun professionnel de la santé ne s'approche de ce garçon, était au téléphone avec le seul professionnel de la santé qui lui restait. Miline, a-t-elle crié. Il ne peut pas respirer. Qu'est-ce que je fais? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Et toutes les choses laides entre nous, la fête, la réunion, le mensonge, le mariage, tout est tombé de la table d'un coup. Parce que je me fiche de ce qu'une femme m'a fait. Je ne laisserai pas un garçon de 4 ans mourir sur le sol d'une cuisine pendant que je rumine un grief. Je ne suis pas faite comme ça. Aucune des bonnes ne l'est. J'ai dit, appelle le 911 tout de suite. Mets-moi en haut-parleur et fais exactement ce que je dis. Et je l'ai guidé. Positionne sa tête. Garde ses voies respiratoires ouvertes. Dis-moi sa couleur. N'ose pas lui donner quoi que ce soit avant que je sache ce qu'il a pris. Et j'ai conduit à 110 km/h à travers la ville en pyjama avec les cris de ma sœur qui sortaient du tableau de bord. Et je suis arrivé 90 secondes avant l'ambulance.
Et j'ai fait ce pourquoi je suis formé. J'ai gardé un petit garçon en vie avec mes mains et ma voix jusqu'à ce que les ambulanciers puissent prendre le relais. Ses lèvres étaient bleues. Je n'ai jamais été aussi calme et aussi effrayé en même temps de ma vie. Ils l'ont transporté d'urgence à mon hôpital. Mon hôpital. Le seul endroit sur Terre où je ne suis pas le bouc émissaire de la famille, mais une professionnelle dont le nom signifie quelque chose. Et c'est là, à ce moment précis, que le monde entier s'est renversé. Parce que pendant 11 jours, j'avais été noyé dans une histoire que ma famille contrôlait. Et maintenant, l'histoire se déplaçait sur mon terrain, dans un bâtiment qui fonctionne sur la chose exacte dans laquelle je suis la meilleure. Lire la vérité dans le sang d'une personne, et où aucune quantité de larmes de ma sœur ne pourrait changer un seul chiffre sur un dossier. C'est le renversement. Et j'ai besoin que vous sentiez le sol basculer. Je suis entré dans cette salle d'urgence comme la sœur déshonorée qui a pris le sang d'un enfant. Je sortirai des 12 heures suivantes comme la seule personne de ma famille qui avait dit la vérité tout le temps. Et je n'avais pas planifié un seul mot. La vérité n'est pas venue parce que j'ai comploté. Elle est venue parce qu'un petit garçon est tombé malade. Et dans un hôpital, les enfants malades ont des prises de sang. Tous. Ce n'est pas un complot. C'est un mardi. Avant de vous emmener dans cet hôpital, faites une chose pour moi, car vous avez mérité votre mot à dire. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez que j'ai trouvé. Milo était-il le fils de Grant? Était-il celui de Daniel? Toute la famille était-elle dans le coup? Faites votre prédiction maintenant. Je vous dirai à la fin si vous aviez raison, et je vous promets que la vérité est plus étrange et plus triste que les suppositions. Très bien, allons à l'intérieur. Allons-y. Milo s'est stabilisé vers l'aube. Le composé avait fait des dégâts, mais il l'avait attrapé à temps. Et à 6 heures du matin, il respirait par lui-même, petit et pâle dans un lit trop grand pour lui. Et toute la famille s'était rassemblée dans cette salle d'attente, comme le font les familles. Mes parents, Daniel, Grant, 2 tantes et moi, en pyjama, debout un peu à l'écart parce que j'étais toujours l'accusé. Même là, même après. Ma mère ne voulait pas me regarder. Daniel avait déjà réécrit la nuit. J'étais arrivé sans y être invité. J'avais fait en sorte que ça tourne autour de moi. Le mensonge est une chose vivante. Il guérit de toute blessure que vous lui infligez. Pendant 6 heures, je me suis assise dans cette salle d'attente et j'ai existé comme un problème. La famille endurait poliment. Ma mère s'est assise le dos tourné vers moi. Mon père faisait les 100 pas. Grant s'est assis de l'autre côté de la pièce et ne pouvait pas croiser mon regard, et chaque fois que je le regardais, il trouvait quelque chose de fascinant dans ses propres mains. Et j'ai compris qu'il faisait le même calcul que moi et qu'il priait pour que les machines ne le fassent pas pour lui. Et Daniel tenait salon même ici, même épuisé, recevant la sympathie des tantes, se faisant dire à quel point elle était forte, à quel point elle ne méritait rien de tout ça. Je me suis assise en dehors du cercle de ma propre famille, et je veux vous dire exactement ce que l'on ressent. Au cas où vous l'auriez ressenti, on se sent comme un fantôme à son propre enterrement. Vous êtes juste là. Vous pouvez les entendre. Et ils ont déjà décidé que vous êtes la chose qui a mal tourné. La seule personne qui m'a parlé comme un être humain était Deline, ma superviseure, qui était de service et est descendue quand elle a appris qu'un membre de ma famille avait été admis. Elle s'est assise à côté de moi délibérément sur le banc des parias où personne d'autre ne voulait s'asseoir. Et elle n'a pas demandé ce qui se passait. Elle a juste dit, tu as l'air d'une femme qui sait quelque chose qu'elle ne peut pas encore dire. Et j'ai dit, je pense que ce soir, ça pourrait se dire, que je le veuille ou non. Et elle a hoché la tête, m'a serré la main et a dit la chose qui m'a porté pendant l'heure suivante. Alors assure-toi que ça se dise pour la bonne raison, pas pour gagner, pour le gamin. Je ne le savais pas encore, mais elle venait de me donner la phrase selon laquelle je devrais vivre avant la fin de la journée. Parce que voici ce qu'un mensonge ne peut pas faire. Il ne peut pas changer ce qu'un bilan sanguin dit. Parce que Milo n'avait pas seulement eu une réaction allergique. Quand il l'avait examiné aux urgences, de manière standard, approfondie, comme on le fait avec un enfant en crise, ils avaient trouvé autre chose. Son corps n'éliminait pas la réaction comme il le devrait. Il y avait un problème sous-jacent avec la façon dont son sang se comportait. Quelque chose d'héréditaire, quelque chose qui devait être géré avec soin, et quelque chose qui signifiait que le médecin traitant nous a dit doucement que si son état s'aggravait,
Milo pourrait avoir besoin d'une transfusion. Et étant donné un facteur rare dans son sang, le donneur le plus sûr serait un parent biologique, un parent par le sang. Il devrait déterminer le groupe sanguin et faire des tests de compatibilité sur la famille. J'ai observé le visage de Daniel quand le médecin a dit « parent biologique ». Et je l'ai observé comme j'observe une lame sous un microscope. Tout le monde a entendu une instruction médicale. J'ai entendu une bombe commencer à faire tic-tac. Parce que toute l'histoire de Daniel depuis 4 ans était que Milo n'avait aucun parent biologique ici. Que sa mère biologique avait disparu. Qu'il était, dans l'imagination de la famille, un bel étranger qu'elle avait sauvé. Si cette histoire était vraie, il n'y aurait aucun parent dans cette salle d'attente à tester. La demande du médecin aurait dû être impossible à satisfaire. Et Daniel a dit immédiatement, trop vite, il est adopté. Il n'y a personne. Sa mère biologique est partie. Elle a dit ça pour fermer la porte. Et le médecin, gentil et occupé, a hoché la tête et a dit qu'il trouverait des alternatives et est passé à autre chose. Mais je ne suis pas passé à autre chose, car j'étais la seule personne présente qui savait que, il n'y a personne, était une impossibilité mathématique. Je savais déjà que Milo était de groupe AB. Je savais déjà que Daniel était de groupe O et ne pouvait pas être sa mère biologique. Je savais déjà que Grant était de groupe B, un homme qui pouvait être la moitié d'un enfant AB. Et je me trouvais dans le seul bâtiment sur Terre où je pouvais, entièrement dans mes droits en tant que sa tante et employée de l'hôpital impliquée dans ses soins, m'assurer que les bons tests soient effectués pour les bonnes raisons. Je n'ai rien fabriqué. Je veux être très clair à ce sujet, car c'est toute l'épine dorsale de qui je suis. Je n'ai pas fouiné. Je n'ai pas falsifié. Je suis allé voir le médecin traitant, de professionnel à professionnel, et j'ai dit la vérité, que j'étais de la famille. Que j'étais technicienne de laboratoire dans cet hôpital et que j'avais des raisons de croire que les antécédents familiaux documentés du patient étaient incomplets d'une manière médicalement pertinente pour lui trouver un donneur compatible. Ce n'est pas de la vengeance. C'est mon travail. Le retenir aurait été le crime. Et donc, la famille a été testée. Nous tous. Une infirmière est passée avec les petits flacons, un par un, et j'ai vu les mains de ma sœur trembler alors qu'elle retroussait sa manche. Et j'ai compris que Daniel saisissait enfin ce que j'avais compris depuis des jours. Qu'elle pouvait contrôler un récit. Elle pouvait contrôler mes parents. Elle pouvait contrôler Grant par la peur, mais elle ne pouvait pas contrôler une centrifugeuse. La machine n'a pas pitié de la mère célibataire. Elle vous dit simplement ce qui est vrai. J'ai regardé les prélèvements se faire un par un, et c'était comme regarder une rangée de dominos être mise en place au ralenti. Ma mère, calme, sans aucune idée de ce qu'elle était sur le point de révéler. Mon père, grommelant à propos des aiguilles, puis Grant. Quand l'infirmière est arrivée à Grant, il a levé les yeux et a regardé à travers la pièce, droit sur moi, pour la première fois de la nuit. Et il y avait toute une conversation dans ce regard. Un plaidoyer, une question, un adieu. Il savait. Il savait que son sang était sur le point de dire la chose que sa bouche avait refusé de dire pendant 4 ans, et qu'il ne pouvait rien faire pour l'arrêter qui n'aurait pas l'air aussi coupable que la vérité. Il aurait pu refuser le prélèvement. Mais un homme qui refuse de donner du sang qui pourrait sauver un enfant malade devant toute sa famille, cet homme a déjà avoué. Alors il a retroussé sa manche et a laissé l'aiguille entrer. Et j'ai regardé le flacon se remplir de la réponse à la question que je portais depuis 11 jours. Et je n'ai ressenti aucun triomphe. J'avais la nausée, parce que je l'aimais. Et je le regardais se détruire, 1 millilitre à la fois. Et il y avait une partie de moi qui voulait faire tomber le tube des mains de l'infirmière et lui donner un jour de plus pour être l'homme que je pensais qu'il était. Je ne l'ai pas fait. Certaines bontés ne sont que de la lâcheté avec un plus joli manteau. J'ai laissé le tube se remplir. C'est là que Daniel a essayé de s'enfuir. Elle s'est levée dans la salle d'attente et a annoncé qu'elle ramenait Milo à la maison, qu'il allait bien, qu'il n'avait pas besoin de tout ça, qu'elle voulait qu'il sorte de cet environnement. Et pendant un horrible moment, ma famille, entraînée depuis 4 ans à faire tout ce dont Daniel avait besoin, a commencé à se lever avec elle. Ma mère a attrapé son sac à main et j'ai réalisé que même ici, même maintenant, le mensonge pourrait simplement sortir par la porte sur ses 2 jambes et je serais laissé avec une vérité que personne ne me laisserait dire. Alors je me suis mise devant ma sœur et j'ai dit doucement, pour que ça ne devienne pas une scène, pour que ce soit seulement pour elle, Dani, il a besoin d'un donneur compatible et tu sais exactement pourquoi il y en a un dans cette pièce.
Si tu le ramènes à la maison et qu'il fait une nouvelle crise, ce sera de ta faute. Assieds-toi. Et elle m'a regardé, vraiment regardé, comme elle ne l'avait pas fait depuis que nous étions filles. Et je l'ai vu calculer si elle pouvait encore gagner. Et elle s'est assise, parce qu'elle l'aimait. C'est la chose que je ne lui enlèverai jamais. Quoi qu'elle soit d'autre, Daniel aimait ce garçon. Et l'amour était la seule chose qui l'a empêché de fuir. Si vous êtes toujours avec moi, et j'espère que oui car nous sommes presque au sommet de la montagne, prenez une profonde inspiration avec moi ici. Quelque part dans un commentaire, quelqu'un a prédit exactement ce que les flacons allaient dire. Et quelqu'un a prédit le contraire, et vous allez tous les deux le découvrir. Je ne dis pas ça à la légère. Ce qui est revenu du laboratoire n'était pas la réponse à laquelle je m'étais préparé. C'était pire, et ça a réarrangé absolument tout ce que je pensais avoir compris sur le sol de ma cuisine. Puis est venue l'attente, et l'attente était sa propre forme de torture, car un bilan sanguin ne se soucie pas que vous soyez au bord du reste de votre vie. Il prend le temps qu'il faut. J'ai passé ces heures dans la chambre de Milo, parce que quelqu'un de sain d'esprit devait être avec lui et parce que je ne pouvais plus rester une minute de plus dans cette salle d'attente. Il s'est réveillé, groggy et effrayé, il m'a vu et il a dit, « Maï Maï », d'une petite voix rauque et a tendu la main, et je lui ai tenu la main et lui ai raconté une histoire sur un dinosaure qui s'était perdu et avait retrouvé son chemin, la même que je lui avais lue une semaine auparavant. Et il s'est rendormi au milieu d'une phrase, me faisant entièrement confiance. Et je suis resté là, tenant la main d'un petit garçon qui n'avait aucune idée que dans une autre aile du bâtiment, une machine était sur le point de réarranger tous les adultes qu'il aimait. Et je lui ai fait une promesse à voix haute, même s'il dormait. Je lui ai dit que quoi qu'il ressorte de ce bilan, il en sortirait plus protégé qu'il n'y était entré, pas moins. Que la vérité ne serait pas utilisée pour lui faire du mal, que je m'en assurerais. Je ne sais pas si un enfant de 4 ans qui dort entend une promesse comme ça. Je sais que je me suis entendu la faire et c'est devenu la règle par laquelle j'ai tout fait passer pour le reste de la journée. Les résultats sont revenus en milieu de matinée, et parce que je travaillais là, parce que le technicien qui les analysait me connaissait, je les ai vus avant Daniel. Je veux vous les présenter comme ils m'ont frappé, car j'avais été si sûr et je m'étais trompé de moitié. Et la moitié sur laquelle je m'étais trompé a changé qui était vraiment la victime dans cette histoire. Milo était de groupe AB. Confirmé, actuel. Aucune mémoire requise. C'était maintenant sur un nouveau bilan. Donc l'arithmétique tenait. Sa mère biologique ne pouvait pas être de groupe O. Daniel était de groupe O. Daniel n'était pas sa mère biologique. Cette partie, je l'avais comprise depuis des jours. Mais voici ce que j'avais supposé. Et voici où j'avais été une idiote. J'avais supposé que Daniel mentait sur le fait d'être la mère pour couvrir quelque chose de honteux qu'elle avait fait. J'avais construit toute une histoire où ma sœur était une intrigante avec un enfant secret. Et le bilan, posé à côté des groupes sanguins de la famille, racontait une histoire différente et bien plus cruelle, car Grant était de groupe B. Et quand ils ont testé mes parents pour vérifier s'ils étaient des donneurs possibles, ma mère est revenue de groupe A. Un parent de groupe A et un parent de groupe B peuvent produire un enfant de groupe AB. Ma mère. Ma mère était de groupe A. Je me suis tenu dans ce couloir de laboratoire et le sol a bougé sous moi pour la deuxième fois en 12 heures, car l'équation n'avait jamais eu besoin de Daniel du tout. Les deux personnes dont le sang pouvait se combiner pour donner Milo étaient assises dans cette salle d'attente, et c'était mon fiancé et ma mère. Non. Non. Mon esprit l'a refusé, puis l'a reconstruit correctement, frénétiquement, comme il le fait. Et j'ai enfin vu la vraie forme, pas ma mère et Grant. C'était la panique qui parlait. Le point était plus subtil, et c'était celui-ci. J'avais été tellement obsédé par Grant en tant que père que je n'avais jamais remis en question qui était la mère. Et la mère n'a jamais été Daniel. Daniel l'avait dit elle-même, encore et encore, dans les seuls mots vrais qu'elle ait jamais prononcés. Il est adopté. Il n'y a personne. Sa mère biologique est partie. Sa mère biologique est partie. J'avais une jeune cousine qui avait quitté la ville il y a 4 ans. Disparu, disait la famille. Une période difficile, disait-il, envoyée vivre avec des parents dans l'Ouest. Son nom était Ranata. Elle avait 17 ans quand elle est partie et elle était de groupe. Je ne connaissais pas son groupe, mais je n'en avais pas besoin, car j'ai enfin compris que la personne que Daniel avait passé 4 ans à protéger n'était jamais elle-même. Ranata était la fille de la sœur de ma mère, 17 ans.
Et il y a 4 ans, une jeune fille de 17 ans dans ma famille était tombée enceinte d'un homme dans la vingtaine, et la famille avait fait ce que les familles comme la mienne font avec une honte pareille. Ils l'avaient enterrée. Ils avaient envoyé la fille au loin. Et Daniel, 33 ans, célibataire, respectable, un si bon cœur, s'était porté volontaire pour élever le bébé comme son propre fils adoptif, pour que personne n'ait jamais à dire à voix haute qu'une enfant de notre famille avait été enceinte à 17 ans, et que le père était un homme adulte qui, 4 ans plus tard, se tenait dans une salle d'attente d'hôpital sur le point de m'épouser. Grant. Grant était le père, pas l'ex de Daniel, celui de Ranata, de ma cousine, une fille qui avait été une enfant. Tout ce sur quoi je m'étais trompé s'est réorganisé en quelque chose de bien pire qu'une liaison. Daniel n'était pas une intrigante avec un bébé secret. Daniel était la menteuse désignée de la famille, celle qui s'était portée volontaire pour porter l'histoire de couverture afin qu'une adolescente puisse disparaître et que la réputation d'une famille reste intacte. Et Grant, mon Grant, le doux, celui qui tressaillait. Grant avait fait quelque chose il y a 4 ans que mon esprit pouvait à peine concevoir, et ma famille le savait et m'avait laissé organiser un mariage avec lui malgré tout. C'est pourquoi Daniel le tirait dans les coins. C'est pourquoi il devenait gris. C'est pourquoi, quand elle s'est levée 2 jours avant notre mariage et a dit qu'il était toujours à elle, elle ne voulait pas dire à elle romantiquement. Elle voulait dire qu'elle le possédait. Elle détenait le seul fait qui pouvait le détruire, et elle l'avait utilisé pour essayer de nous séparer discrètement avant qu'un bilan sanguin ne puisse jamais être fait, avant que je ne puisse jamais devenir sa femme et commencer à poser des questions sur l'examen d'un petit garçon. Elle n'essayait pas de me voler mon fiancé. Elle essayait de sauver le secret de la famille de la seule personne assez curieuse et assez compétente pour l'exposer, moi. J'ai dû m'asseoir par terre dans ce couloir. Un collègue m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit que j'allais bien. Je n'ai jamais aussi mal menti de ma vie. Maintenant, vous avez été si patient et voici votre appel à l'action, le seul que je vous demanderai à ce stade, car c'est la partie où j'ai le plus besoin de vous. Si vous avez déjà découvert que les personnes qui vous ont élevé ont protégé un secret au détriment de la personne la plus petite et la plus innocente de la pièce, commentez, pour Milo, pas pour moi, pour lui. Parce que dans les prochaines minutes, je dois vous dire ce que j'ai décidé de faire avec la vérité. Et je veux que vous le gardiez à l'esprit pendant que je le fais, car il est le seul dans cette histoire qui n'a jamais menti à personne. J'aurais pu tout réduire en cendres. Je veux que vous sachiez que j'aurais pu le faire. J'avais le bilan. J'avais l'arithmétique. J'aurais pu entrer dans cette salle d'attente et dire devant mes parents et mes tantes, Milo est le fils de Ranata. Grant est le père. Elle avait 17 ans. Vous le saviez tous. Vous m'avez laissé presque l'épouser. J'aurais pu faire exploser 4 ans de mensonges en 90 secondes. Et une partie de moi, la partie qui avait été le bouc émissaire, la forte qui n'avait jamais été protégée, une partie de moi voulait les voir tous ressentir pendant une seconde ce que j'avais ressenti. Je ne l'ai pas fait. Et je dois vous dire pourquoi. Parce que c'est tout l'intérêt de ma personne. Parce qu'une explosion publique aurait blessé exactement une personne plus que quiconque. Et ce n'était pas ma sœur. Et ce n'était pas Grant. Et ce n'était pas mes parents. C'était un enfant de 4 ans dans un lit d'hôpital qui n'avait pas besoin de devenir le centre d'une dispute hurlante sur ses origines. La vérité devait éclater. Je n'allais jamais, jamais la laisser enterrer. Pas après ça. Pas avec sa santé en jeu. Mais il y a une différence entre la vérité qui éclate et la vérité utilisée comme une bombe. Toute ma vie, les gens ont utilisé la vérité comme une bombe autour de moi. J'ai décidé sur le sol de ce couloir que je serais la première personne de ma famille à l'utiliser comme un scalpel à la place. Et je veux être honnête sur la difficulté de la chose, car je ne veux pas que vous pensiez que c'était facile ou que je suis une sainte. J'avais 11 jours où on m'avait traité de folle accumulée dans ma poitrine. J'avais une mère qui m'avait regardé comme une étrangère, un père qui m'avait dit de m'écouter, un fiancé qui m'avait laissé m'approcher d'une falaise. Chacun d'eux avait mérité un règlement de compte public, et j'avais l'allumette à la main, et il y a une version de cette histoire où je l'ai allumée et me suis senti juste pendant exactement le temps qu'il a fallu pour voir le visage de Milo au milieu du feu. C'est la version que je n'ai cessé de me dissuader de suivre, minute par minute, dans ce couloir. Parce que la justice est bon marché, et elle est généralement payée par le plus petit et le plus proche. J'avais vu toute ma famille passer une décennie à se montrer juste en protégeant les gens, alors que la personne qui avait réellement besoin de protection était conduite dans 5 cliniques dans le noir.
Je n'allais pas devenir un adulte de plus qui mettait le feu à quelque chose et appelait ça la justice. La vérité allait éclater. Toute la vérité. Plus d'enterrement. Mais elle allait éclater dans l'ordre qui blesserait le moins l'enfant et le plus les coupables. C'était la ligne. Je l'ai tenue. Donc je ne l'ai pas dit dans la salle d'attente. Je l'ai fait correctement. D'abord, je me suis assuré que Milo reçoive ce dont il avait médicalement besoin. Et je me suis assuré que la vérité sur sa filiation aille là où elle devait aller, dans son dossier, entre les mains des médecins qui avaient besoin d'un véritable historique familial pour le garder en sécurité, tranquillement, correctement, comme tout enfant le mérite. Ces soins ne pouvaient plus reposer sur un mensonge. Et j'étais le mur contre lequel ce mensonge s'est finalement brisé. C'était non négociable et c'était déjà fait au moment où j'ai dit au médecin traitant que l'historique familial était incomplet. Sa sécurité n'allait jamais être le prix de la réputation de qui que ce soit. Pas sous ma surveillance. Ensuite, j'ai trouvé Grande seul dans la cage d'escalier où il était allé s'effondrer, car il avait vu l'infirmière prélever le sang de tout le monde et il avait compris, comme moi, que la machine était sur le point de dire ce qu'il avait passé 4 ans à être trop lâche pour dire lui-même. Je ne lui ai pas crié dessus. J'ai regardé l'homme que j'allais épouser dans 11 jours, et j'ai enfin tout vu. Pas un monstre exactement, mais un homme faible qui avait fait quelque chose d'impardonnable quand il était plus jeune, et qui avait ensuite passé 4 ans à laisser les autres emporter le coup, y compris une fille qu'il avait mise enceinte, y compris un fils qu'il n'avait jamais revendiqué. Y compris moi. Et j'ai dit, tu le savais, tous les jours. Tu m'as laissé organiser un mariage. Tu m'as laissé t'aimer. Et il a pleuré et il a dit la chose que les lâches disent toujours, j'allais te le dire, je voulais juste, et j'ai levé la main parce que je n'avais pas besoin de ses aveux. Je n'ai jamais eu besoin des aveux de personne. Le sang avait déjà avoué pour eux tous, et il ne pleure pas et il ne demande pas pardon et on ne peut pas le dissuader d'être ce qu'il est. J'ai dit, ce garçon là-dedans a eu besoin d'un père pendant 4 ans et a eu un menteur à la place. Tu vas réparer ça maintenant. Pas pour moi, pour lui. Et puis, toi et moi, c'est fini. Et tu vas être reconnaissant que je sois le genre de personne qui te dit ça dans une cage d'escalier plutôt que dans une salle d'audience. Il a essayé de m'attraper alors que je me tournais. Miline, je t'aimais. Cette partie était réelle. Je le jure devant Dieu, cette partie l'était. Et je me suis arrêté, la main sur la porte en métal froid. Et je ne me suis pas retourné, car je ne pouvais pas le regarder et garder ma voix stable. Et j'ai dit la dernière chose que je lui ai jamais dite, je te crois. C'est le pire. Tu m'aimais et tu m'as quand même laissé au bord de ça et tu n'as rien dit, parce que te sauver comptait plus que de m'avertir. Un homme peut t'aimer et quand même te laisser te noyer pour se garder au sec. Je le sais maintenant. Je ne le savais pas avant. Et il a fait un bruit derrière moi et j'ai laissé la porte se refermer dessus. Je suis sorti. Je l'ai laissé là. C'était la dernière vraie conversation que nous ayons jamais eue. Je ne le déteste pas, même maintenant. La haine lui donnerait trop de place dans ma vie. Je le vois simplement clairement, enfin, ce qui est sa propre forme d'adieu. Et puis, finalement, je suis allé voir ma sœur. C'est la partie que vous attendez depuis la toute première chose que je vous ai dite. Parce que maintenant, vous comprenez ce que je comprenais. Debout dans cet hôpital, ce que je n'avais pas compris 2 jours plus tard au mariage quand je me suis penché et que j'ai murmuré 6 mots. Attendez, j'anticipe. Laissez-moi mettre les pièces dans le bon ordre, car le mariage n'avait pas encore eu lieu. L'hôpital, c'était 4 jours avant. Le murmure était encore à venir. Et ce qui s'est passé entre les deux est la raison pour laquelle j'ai pu dire ce que j'ai dit. J'ai trouvé Daniel dans la chambre de Milo, lui tenant la main pendant qu'il dormait. Et pour la première fois en 11 jours, je n'ai pas vu la martyre ou l'intrigante. J'ai vu une femme de 33 ans qui avait abandonné 4 ans de sa propre vie pour élever un enfant qui n'était pas le sien, pour protéger une cousine de 17 ans et la fierté fragile d'une famille. Et qui s'était tellement empêtrée dans le mensonge qu'elle avait été prête à faire exploser mon mariage plutôt que de laisser la vérité respirer. Elle avait fait une chose terrible. Elle avait aussi fait, enfouie en dessous, une chose étrangement aimante. Les gens sont comme ça. Les groupes sanguins sont simples. Les gens ne le sont pas. Je me suis assise en face d'elle et j'ai dit, je sais. Elle n'a pas fait semblant. Elle était trop fatiguée. Elle a murmuré, depuis combien de temps sais-tu? J'ai dit, depuis que j'ai fait le calcul,
il y a des jours. Je sais que Milo est à Ranata. Je sais que Grant est le père. Je sais qu'elle avait 17 ans. Je sais que vous avez tous décidé qu'il était plus facile de te donner le bébé et de l'envoyer au loin et de me laisser l'épouser aveuglément plutôt que de dire une seule chose dure et vraie à voix haute. Et Daniel s'est mise à pleurer. De vraies larmes cette fois, pas des larmes de performance. Et elle a dit, je le protégeais. Je les protégeais tous. Et j'ai dit la chose la plus vraie que j'ai jamais dite à ma sœur. Tu protégeais le secret. Il y a une différence. Et ça a failli le tuer ce soir, parce que tu préférais qu'il arrête de respirer plutôt que de laisser un vrai médecin s'approcher de son sang. Elle n'avait pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à ça. Le sang l'avait déjà donné. Je lui ai dit ce qui allait se passer, parce que j'étais aux commandes maintenant. Non pas parce que j'avais pris le pouvoir, mais parce que la vérité me l'avait discrètement remis, et il ne restait personne qui pouvait me le reprendre. Les dossiers médicaux de Milo diraient la vérité à partir de maintenant. On dirait à Ranata que son fils avait failli mourir et qu'elle avait le droit de le connaître si elle le voulait, parce qu'elle avait été une enfant quand cela avait été décidé pour elle, et qu'elle méritait de faire son propre choix en tant qu'adulte. Grant ferait face à ce qu'il avait fait et la famille cesserait pour toujours d'appeler la vie de Daniel une « main difficile », car une main difficile vous est distribuée. Et ce qui s'est passé ici a été choisi encore et encore par des adultes qui préféraient un mensonge confortable à un enfant inconfortable. Et Daniel a dit, le mariage est dans 2 jours. Qu'est-ce que tu vas faire au mariage? Et je lui ai dit la vérité, à savoir que je ne savais pas encore. J'ai dit que je n'avais pas encore décidé s'il y aurait même un mariage, si je me lèverais devant tout le monde pour y mettre fin ou si je le laisserais simplement se dissoudre tranquillement. J'ai dit que j'avais besoin de 2 jours pour devenir une personne qui pourrait entrer dans cette pièce sans y mettre le feu. Et elle m'a regardé avec quelque chose que j'avais voulu d'elle toute ma vie et que je n'avais jamais obtenu, du respect. Et elle a dit, tu es plus forte que nous tous. Et pour une fois, être la forte ne ressemblait pas à une punition. Ça ressemblait à la seule chose propre qui restait dans la famille. Je suis rentré de l'hôpital cette nuit-là et j'ai fait la seule chose qui me restait à faire. La chose qui déciderait de tout, et je veux vous amener jusqu'au bord sans le franchir, car cela appartient au murmure et je ne vais pas le gâcher à l'avance. Il y avait une personne dans cette histoire qui n'avait jamais eu un seul choix. Ni sur son corps, ni sur son fils, ni sur le fait d'être effacé d'une famille qui la trouvait gênante. Une fille qui avait eu 17 ans et qui était maintenant une femme adulte quelque part dans l'Ouest, qui avait le droit de savoir que son enfant avait failli mourir sur un sol de cuisine et le droit de décider pour la première fois en tant qu'adulte si elle voulait récupérer la vie qui lui avait été prise. Trouver Ranata m'a pris la majeure partie de la nuit. Je ne prétendrai pas que c'était un travail de détective difficile. C'était quelques messages à la seule tante qui n'avait jamais complètement coupé les ponts, un nom de jeune fille, une ville, un compte de réseau social avec un profil verrouillé, et un vrai visage que j'ai reconnu après 4 ans. Je suis resté avec son numéro tapé dans mon téléphone jusqu'à 3 heures du matin, mon pouce sur le bouton d'appel, et j'ai pensé à tout ce que cela déclencherait. Une fois cet appel passé, il n'y avait plus moyen de remettre la famille comme avant. Le mensonge mourrait à la seconde où Ranata décrocherait. Et j'ai pensé à ce petit garçon endormi dans un lit d'hôpital, respirant par lui-même parce qu'une machine avait enfin été autorisée près de son sang. Et j'ai cessé d'avoir peur. Je n'ai pas appelé cette nuit-là. Je me suis forcé à dormir d'abord, car on ne rend pas à une femme toute sa vie à 3 heures du matin sans avoir dormi. Mais j'avais son numéro et j'avais pris ma décision et je savais ce que j'allais faire le matin du jour où tout a basculé. Je vous dirai exactement comment cet appel s'est passé. Mais je vous le dirai quand nous arriverons au murmure, car c'est là qu'il atterrit et vous avez attendu si longtemps et vous avez mérité l'atterrissage. Alors maintenant, vous savez tout ce que je savais quand je suis entré dans cette salle de banquet 2 jours plus tard. Maintenant, vous comprenez la pièce. Voici ce que je ne vous avais pas dit sur le mariage que vous comprendrez différemment maintenant. Il a eu lieu, où il a commencé, parce que dans les 2 jours entre l'hôpital et la répétition, ma famille a fait ce que ma famille fait toujours. Elle a fait bloc autour du mensonge une fois de plus. Ils se sont convaincus que l'hôpital avait été une fausse alerte, que Milo allait bien, que mon obsession avait causé une scène, et que si nous continuions tous avec le beau mariage, tout pourrait redevenir normal. Ils voulaient que le mariage ait lieu précisément parce que cela prouverait que le secret était toujours en sécurité. Si Milline épouse Grant, alors rien n'a jamais été faux. C'était la logique. Et Daniel,
qui ne m'avait rien promis, que j'avais laissé dans cette chambre d'hôpital avec du respect entre nous, Daniel a de nouveau eu peur. Peur que je l'expose. Peur que Ranata soit contactée. Peur de la machine qu'elle ne pouvait pas contrôler. Et quand Daniel a peur, elle joue la comédie. Alors, elle a prévu d'y mettre fin à sa manière, en public, selon ses propres termes, avant que je ne le puisse. 2 jours avant le mariage, lors du rassemblement de répétition dans cette salle louée, devant toute la famille, ma sœur a pris la main de mon fiancé et a annoncé qu'il avait toujours été à elle. Elle voulait que ce soit une démolition contrôlée. Elle préférait que tout le monde croie qu'elle et Grant avaient une liaison secrète, qu'elle était l'autre femme, que le scandale était ordinaire et romantique et concernait des adultes, plutôt que de laisser le vrai scandale une jeune de 17 ans, un petit-fils caché. Une famille qui a enterré une fille voir le jour. Elle s'offrait comme la méchante d'une histoire plus petite et plus sûre. Elle allait sacrifier sa propre réputation pour garder le vrai secret enterré. Et mes parents ont hoché la tête, parce qu'ils préféraient croire cette histoire aussi. Une sœur infidèle, ils pouvaient survivre à ça, la vérité, ils ne le pouvaient pas. Et c'est là que j'ai ri. J'ai ri parce que j'ai enfin vu tout l'échiquier. Tout. Chaque joueur et chaque mensonge. Et j'ai vu que ma sœur essayait de sauver la famille en se jetant sur une épée. La mauvaise épée pour la mauvaise raison. D'une manière qui aurait laissé Grant s'en tirer et aurait laissé la vérité d'un petit garçon enterré pour toujours. Et je n'allais pas la laisser faire. Pas parce que je voulais me venger, parce que je voulais que ce soit fait correctement. Alors j'ai posé mon verre. J'ai traversé la pièce. J'ai embrassé ma sœur sur la joue parce que je l'aimais et parce que la vérité que j'étais sur le point de dire n'était pas une attaque. C'était une miséricorde. Je lui retirai l'épée des mains avant qu'elle ne tombe dessus pour rien. Et je me suis penché, contre son oreille, si doucement que Grant ne l'a jamais entendu, j'ai murmuré les 6 mots qui ont vidé son visage de son sang. Ranata arrive. Je l'ai déjà appelé. C'est tout. C'est ça, le murmure. Pas une menace, pas une malédiction, juste le seul fait qui rendait toute sa performance inutile. Parce qu'on ne peut pas sacrifier sa réputation pour enterrer un secret que la propre mère du secret est en route pour déterrer. J'avais appelé Ranata ce matin-là. Je lui avais dit doucement que son fils avait failli mourir, qu'il allait bien, qu'elle était sa mère et l'avait toujours été. Et que quoi qu'elle décide de faire ensuite, c'était à elle de décider en tant que femme adulte pour la première fois de sa vie. Et elle avait pleuré et elle avait dit, « Je prends la voiture. » Et elle était à ce moment-là à 4 heures de route et se dirigeait vers nous. Daniel est devenu blême, ses doigts se sont ouverts. Elle a lâché la main de Grant parce que l'histoire qu'elle s'apprêtait à raconter, l'histoire courageuse, sordide, ordinaire de 2 amants, venait de devenir impossible. On ne peut pas jouer une dissimulation devant le propre témoin de la vérité. L'épée a retenti en tombant de ses mains, et dans le silence, je me suis enfin redressé, et je me suis tourné vers la pièce pleine des gens qui avaient fait de moi la forte, pour qu'il n'ait jamais à l'être. Et j'ai dit la seule chose qui restait à dire, il n'y aura pas de mariage. Et demain, cette famille va dire la vérité pour la première fois en 4 ans, parce que Ranata mérite de l'entendre de nous avant de l'entendre d'un avocat. La mère de Milo est en route. Je suggère que nous soyons tous de meilleures personnes que nous ne l'avons été au moment où elle arrivera. Personne n'a hoché la tête cette fois. La pièce a fait ce que font les pièces quand un mensonge meurt en elle d'un seul coup. Elle est devenue silencieuse, puis elle est devenue bruyante. Mon père a exigé de savoir de quoi je parlais. Ma tante s'est mise à pleurer sans savoir pourquoi encore. Grant, qui ne savait toujours pas ce que j'avais murmuré, a regardé entre moi et Daniel avec la terreur naissante d'un homme réalisant que la seule chose sur laquelle il avait parié toute sa vie que la vérité pouvait être gérée venait de ne plus être sur la table. Et Daniel s'est assis sur une chaise pliante, tout combat l'ayant quitté d'un coup, et a mis son visage dans ses mains. Et pour la première fois de toute la performance, elle ne pleurait pas pour un public. Elle pleurait parce que c'était fini. Parce qu'on peut mentir à ses parents et on peut tenir en laisse un homme effrayé, et on peut conduire un petit garçon dans 5 cliniques différentes, mais on ne peut pas mentir à la femme qui conduit pendant 4 heures sur l'autoroute pour voir son fils. Je n'ai pas expliqué à la salle. Ce n'était pas le moment. J'ai juste pris mon sac à main et j'ai dit que nous parlerions demain, nous tous, une fois qu'une certaine personne serait arrivée. Et je suis sorti de ma propre répétition, dans le parking, et je me suis tenu sous un lampadaire et j'ai respiré comme je n'avais pas respiré depuis 11 jours. Ranata est arrivée un peu après la tombée de la nuit.
Je l'ai accueillie à la porte parce que je ne faisais confiance à personne d'autre pour le faire gentiment. Elle avait 21 ans maintenant, adulte, lasse, se tenant comme les gens se tiennent quand ils ont passé 4 ans à être la honte tacite de la famille. Et je l'ai amenée voir son fils, et je suis resté dans l'embrasure de la porte pendant qu'une jeune femme rencontrait un enfant de 4 ans endormi qu'on lui avait dit d'oublier, et je l'ai regardé mettre sa main sur sa bouche et s'asseoir très lentement sur le bord de son lit. Je ne décrirai pas ce que son visage a fait. Certaines choses ne sont pas à moi de donner. Mais je vous dirai que Milo s'est réveillé et a regardé une étrangère qui n'était pas une étrangère. Et quelque chose en lui, un savoir animal de 4 ans, est devenu calme et facile, et il s'est rendormi en tenant son doigt. Et j'ai fermé la porte et leur ai laissé la chambre. Plus tard, à la cafétéria de l'hôpital, autour de 2 tasses de café terribles, Ranata et moi avons parlé pour la première fois en 4 ans. Elle m'a dit ce que j'avais déjà deviné et que j'avais à peine pu supporter d'entendre. Qu'elle avait 16 ans quand ça a commencé avec Grant, 17 quand Milo est né. Qu'on lui avait dit, avec tout le poids adulte de notre famille, que la chose généreuse, la chose mature, était de laisser Daniel l'élever et de disparaître pour que la vie de personne ne soit ruinée. Elle a dit le mot « ruiné », comme on dit un mot que quelqu'un d'autre vous a enfoncé dans la bouche. Et elle a dit la chose que je porterai pour le reste de ma vie. Elle a dit, on ne m'a pas permis d'être sa mère parce que ça aurait embarrassé tout le monde. Alors ils ont fait de moi un secret à la place, et je les ai laissés faire parce que j'étais une gamine et que les gamins font ce que toute la pièce leur dit de faire. Puis elle m'a regardé, cette femme adulte qui avait été volée à 17 ans, et elle a dit, pourquoi m'as-tu appelé? Tu n'étais pas obligé. Ça aurait été plus facile pour toi de ne pas le faire. Et je lui ai dit la vérité, à savoir que je savais exactement ce que ça faisait d'être la personne commode de la famille, celle qui absorbe tout ce que les autres ne veulent pas porter. Et que j'avais décidé que j'en avais fini d'être commode. Et que je n'allais pas construire ma liberté sur la sienne. Nous n'étions pas proches, Ranata et moi. Nous le sommes plus maintenant. Le deuil fait ça quand on rencontre quelqu'un dans les mêmes décombres. Je ne vais pas vous dire que la famille a tout réparé du jour au lendemain, car ce serait un mensonge, et je vous ai dit assez de choses vraies jusqu'à présent pour ne pas commencer à mentir à la fin. Mes parents ne sont pas devenus de bonnes personnes en un instant. Ils sont passés par le déni, la défensive et une longue et laide nuit de reproches avant que l'un d'eux ne dise les mots « désolé ». Et même alors, ils se le sont dit l'un à l'autre avant de le dire à Ranata. Et certains d'entre eux ne me l'ont jamais dit du tout. Daniel et moi ne sommes plus les mêmes, et nous ne le serons peut-être jamais. Grant a fait face à des conséquences légales qui n'étaient pas de mon ressort et qui n'ont été adoucies par personne. Et aux dernières nouvelles, il faisait exactement ce que la loi exigeait d'un homme qui avait fait ce qu'il avait fait, ce qui n'était pas assez, mais n'était pas rien. Mais voici ce que j'ai fait. J'ai rendu son fils à une femme de 21 ans, et je lui ai donné le droit de décider à quoi ressemblerait sa propre famille à partir de maintenant. Je me suis assuré que les dossiers médicaux d'un petit garçon ne mentiront plus jamais à un médecin. Et je suis sorti d'une salle de banquet dans une robe que je n'ai jamais fini de payer. Et j'étais cette nuit-là la personne la plus honnête dans chaque pièce où j'entrais. Et je le suis depuis. Cela fait quelques mois maintenant et je vais vous dire où les choses en sont, car vous avez traversé la tempête et vous méritez de voir l'après. Ranata est revenue. Pas exactement dans l'ancienne famille. Ce serait trop demander à tout le monde trop vite, mais dans la vie de son fils, un après-midi prudent à la fois. Milo a une « maman Dani » et une « maman Ranata » maintenant. Et un enfant de 4 ans, il s'avère, a assez de cœur pour les deux, car l'amour d'un enfant n'a jamais été la chose qui manquait ici. C'étaient les adultes. Ces dossiers médicaux disent la vérité à chaque médecin qui les lit, et la chose rare dans son sang est gérée comme elle aurait dû l'être depuis le début, à voix haute, par des gens qui connaissent sa véritable histoire. Il grandira compliqué, mais il grandira connu et il grandira en sécurité. Et je brûlerai sans mariage pour ça. Daniel et moi sommes prudentes l'une avec l'autre maintenant. 2 femmes debout de part et d'autre d'une chose trop grande pour la contourner. Elle s'est excusée auprès de Ranata. Finalement, vraiment, j'étais là et c'était la première chose honnête que j'ai vu ma sœur faire depuis des années, et ça lui a tout coûté de le dire, et elle l'a dit quand même. Elle et moi ne sommes pas guéris. Mais nous sommes honnêtes, et l'honnêteté est une fondation sur laquelle on peut finalement construire quelque chose. Le « beau » n'a jamais été une fondation. Le « beau » était juste une jolie chose sur laquelle nous étions tous d'accord de nous tenir pendant qu'elle pourrissait. Mes parents sont les plus lents. Ils ont encore le vieux réflexe,
veulent encore appeler ça une « main difficile », tressaillent encore devant le mot « choisi ». Mais ils ne peuvent pas dédire ce que le sang a dit. Et ils ne peuvent pas ne plus voir Ranata assise par terre à construire des blocs avec le petit-fils qu'ils lui ont caché. Et lentement, douloureusement, une partie de l'ancienne histoire meurt en eux aussi. Ma mère ne s'est pas entièrement excusée auprès de moi. Elle ne le fera peut-être jamais. J'ai fait la paix avec la forme de cela. Et moi? J'ai emménagé dans un petit appartement à moi avec trop de plantes et une serrure que seule ma clé ouvre. Deline m'a emmené dîner la semaine où tout s'est tassé et a levé un verre en disant, à la femme qui savait quelque chose qu'elle ne pouvait pas dire et qui l'a ensuite dit correctement. Je travaille toujours dans ce laboratoire. Je lis toujours ce que les corps des gens disent quand leur bouche mente. Mais je rentre chez moi plus légère maintenant, car je ne porte le secret de personne en montant les escaliers. Les gens continuent de me demander si je le regrette. Si je souhaite n'avoir jamais fait le calcul, jamais gardé la gaz, jamais appelé Ranata. Si j'avais juste épousé Grant et été resté au chaud dans le mensonge. Et je comprends la question. Je la comprends, car le mensonge était confortable et la vérité m'a coûté un mariage et un fiancé et, pendant un temps, une famille. Mais je pense à l'odeur d'un antiseptique et à un enfant de 4 ans qui a paniqué à cette odeur, et à un bracelet caché sous une manche et à une femme qui préférait que son neveu arrête de respirer plutôt que de laisser un médecin lire son sang. Et je pense que la vérité n'a rien coûté à ce garçon. Le mensonge a failli lui coûter la vie. J'ai seulement déplacé le prix sur les personnes qui pouvaient réellement se permettre de le payer, les adultes qui l'ont choisi au lieu de l'enfant qui n'a jamais eu son mot à dire. Alors, non, je ne le regrette pas. Être la forte signifiait être celle que personne ne protégeait. Maintenant, cela signifie être celle qui protège la personne qui ne peut pas se protéger elle-même. C'est la version de la force que je garderai. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi, merci d'avoir partagé ce moment. Allez voir les commentaires et trouvez votre prédiction du milieu. Dites-moi, aviez-vous raison? Faisiez-vous partie de ceux qui ont dit que la mère était quelqu'un d'autre entièrement? Et si cette histoire vous a touché, si vous croyez que la plus petite personne dans la pièce devrait toujours passer en premier, partagez-la avec une personne qui a besoin de l'entendre ce soir. Je m'appelle Miline. J'ai 28 ans. Je lis ce que les corps des gens disent quand leur bouche mente. Et le jour où j'ai cessé de protéger un secret et commencé à protéger un enfant a été le jour où je suis enfin devenu quelqu'un que je pouvais supporter d'être. La robe est quelque part au fond d'un placard. Je n'ai jamais fini de la payer. Certaines choses, on s'en éloigne en ayant encore des dettes. Et c'est toujours la chose la moins chère pour laquelle j'ai acheté ma liberté.